La République de Platon, introduction par le traducteur Robert Bakou, révélation sur la vie future, mythe d'Air le Pamphilien, suite. Lorsque toutes les âmes eurent choisi, elles reçurent de l'Achésis le génie qui les devait garder pendant leur vie mortelle. Puis leur destinée fut successivement confirmée par Clotho et par Atropos. Avec elle, dit R. le Pamphilien, je passais sous le trône de la nécessité et m'acheminais vers l'aride plaine du Léthé, où nous arrivâmes après une marche pénible. Au fleuve Amélès qui la traverse, toutes, sauf la mienne, burent selon leur soif, et par l'effet de cette eau merveilleuse, perdirent la mémoire de leur existence passée. Délivrées de ce fardeau, comme le soir tombait, elles s'endormirent. Mais aux environs de minuit, un coup de tonnerre déchira l'air, le sol trembla, et les âmes, telles des étoiles, furent lancées dans l'espace vers les lieux où allait se produire le mystère de leur naissance. Sans que je puisse dire comment cela se fit, mon âme vint reprendre possession de mon corps, et je me réveillai à l'aube sur ce bûcher. On lit en note, il est à peine besoin de signaler que ce mythe s'inspire des traditions orphiques. On remarquera toutefois que Platon les interprète très librement. Fin de note. Ce mythe, conclut Socrate, a été conservé pour notre édification. Si nous y ajoutons foi, si nous nous attachons de toutes nos forces à la pratique de la justice, nous ne quitterons point la voie ascendante. Nous nous mettrons d'accord avec nous-mêmes et avec les dieux, et nous serons parfaitement heureux au cours de notre éphémère voyage ici-bas, et de cet autre voyage de 1000 ans que nous devons accomplir dans la vie future. Au terme de ce résumé, il nous semble inutile d'instituer une discussion sur le point de savoir quel est le véritable objet de la République. Que Platon se soit proposé de donner un fondement rationnel à la politique, c'est ce que nous avons déjà montré. Mais son ambition était sans nul doute plus vaste. Comme le promeneur parvenu au sommet d'une hauteur s'arrête pour embrasser du regard le chemin parcouru dans la pleine force de l'âge, le philosophe a voulu mesurer l'étendue de ses découvertes dialectiques et morales. C'est pourquoi il les a ordonnées dans un ouvrage d'ensemble autour de l'idée de justice. Nous avons vu cette idée s'élever des ténèbres de l'opinion pour éclairer d'abord la cité humaine, puis la cité divine des essences, et apparaître enfin dans tout son éclat comme l'astre qui préside aux révolutions de la vie immortelle. Par une habile gradation, Platon élargit de livre en livre notre horizon spirituel. Et c'est là peut-être le trait le plus admirable de ce chef-d'œuvre des temps antiques qui garde l'inaltérable fraîcheur et la vive jeunesse des chefs-d'œuvre de tous les temps. Nota bene. Les notes qui accompagnent la présente traduction ont été en grande partie empruntées aux savantes éditions de Stahlbaum, Schneider, Jowett et Campbell à Oxford et Adam à Cambridge. Quelques indications précieuses nous ont été fournies par le commentaire du professeur Bosanquet, A Companion to Plato's Republic, Londres 1925. Signalons enfin que nous avons consulté avec profit l'excellente édition de la République publiée par messieurs Émile Chambry et Auguste Diès, Paris Belles Lettres 1932. Les textes d'Aristote que nous citons et que nous avons retraduits dans la plupart des cas sont extraits de l'édition de Cambridge, et ceux des philosophes présocratiques du recueil de Hermann Diels, Berlin 1907.
On trouvera dans les notes l'indication de nos autres sources, ainsi qu'une bibliographie sommaire concernant les principaux problèmes qui sont traités ou simplement abordés dans la République. Note sur le texte de la République. Nos plus anciens manuscrits des dialogues de Platon datent du IXe siècle. On lit en note. La première édition d'ensemble des dialogues qui vit le jour vers 315 avant Jésus-Christ est due, semble-t-il, à l'Académie elle-même. Un siècle plus tard, Aristophane de Byzance procéda à la recension de plusieurs manuscrits livrés au public tant du vivant qu'après la mort de Platon et publia les œuvres complètes du philosophe classées par trilogie. Au 1er siècle avant notre ère, Atticus et Derkylides donnèrent une nouvelle édition des dialogues, très estimée des contemporains, qui à peu de taille près devait reproduire celle du célèbre bibliothécaire d'Alexandrie. Enfin, au 1er siècle après Jésus-Christ, le philosophe Thrasyle, qui vivait à la cour de Tibère, publia les œuvres de Platon en les rangeant en 9 tétralogies. Cette classification, qui avait été sans doute amorcée par Derkylides, fut universellement adoptée au Moyen Âge. Nos plus anciens manuscrits des dialogues de Platon datent du IXe siècle et furent probablement établis d'après les diverses copies d'un archétype du Ve siècle en usage dans les milieux néo-platoniciens. Il est difficile de déterminer les origines de cet archétype, mais on ne peut douter qu'il ne reproduisit un texte excellent. Le manuscrit Parisinus A, fonds grec de la Bibliothèque nationale, est le plus vénérable et le plus beau des manuscrits de Platon. L'ordonnance de son texte, l'élégance de sa calligraphie, la précision de son accentuation témoignent qu'il s'agit d'un exemplaire de luxe, transcrit avec la plus grande sollicitude par un docte copiste. Comme en outre il conserve plus fidèlement que les autres manuscrits les formes et les particularités du dialecte attique, on a longtemps pensé qu'il contenait le meilleur texte de certains dialogues, et notamment de la République. On dit en note. Il fait partie d'un groupe d'œuvres philosophiques transcrites par un professionnel, soit pour une école ou une société, soit pour un homme qui s'intéresse vivement à la philosophie. Il se rattache à des recensions faites au IXe siècle dans l'entourage de Photios ou sous l'influence du mouvement d'érudition dont il avait été le promoteur. C'est de l'excellence de ces recensions qu'il tire une grande partie de ses mérites. Fin de note. Lewis Campbell en 1894 et James Adam en 1902 l'ont pris successivement pour base de leurs savantes éditions de cet ouvrage. Cependant, dès 1830, Schneider collationnait un manuscrit jusqu'alors peu estimé, le Vindobonensis F, et lui empruntait un certain nombre de leçons. Après lui, l'un des plus récents et le plus savant éditeur de Platon a largement utilisé ce manuscrit. Il a montré que, bien que datant du XIVe siècle, il se rattache à une tradition plus ancienne que celle de nos manuscrits des IXe et Xe siècles. Les fautes de transcription et d'orthographe, souvent grossières qu'il contient, ne sauraient diminuer son autorité, étant imputables à l'ignorance du scribe qui l'a copié. Ces fautes corrigées, il reste qu'en bien des points, le Codex Vindobonensis F donne des leçons excellentes et s'accorde de façon remarquable avec les citations de la République qu'on trouve dans les œuvres de Jean Blic, Galien, Stobé, Clément d'Alexandrie et autres auteurs anciens. Aussi méritait-il d'être mis à contribution pour l'établissement de ce texte. D'autre part, Martin Schwanz avait, en 1877, découvert l'importance du Venetus D du XIIe siècle et montré qu'il dérivait d'une source indépendante de celle du Parisinus A.
Jean Burnet dans son édition de La République, qui selon Aline correspond le mieux aux résultats acquis par l'histoire du texte, a utilisé ces 4 principaux manuscrits, et tout particulièrement le Vindobonensis F, dont il se sert pour corriger le Parisinus A. C'est le texte de cette édition que nous avons en général suivi dans la présente traduction, sauf en quelques rares passages indiqués dans les notes où nous avons adopté soit la leçon du Parisinus A, soit telle conjecture qui seule nous paraissait donner au texte son sens acceptable. Signalons en terminant que les 4 fragments des papyrus d'Oxyrhynchus, publiés postérieurement à l'édition Burnet par Grenfell et Hunt, qui se rapportent respectivement au livre 3, 8 et 10, ne contiennent que des variantes insignifiantes qui ne modifient nullement le sens de notre texte.